15 jours avant les élections municipales et communales, la CENI se dit satisfaite du déroulement de tous les processus. C'est le cas par exemple de celui imposé pour l'impression des bulletins uniques. 21 régions ayant déjà terminé l'impression de ces documents. Leur distribution pourra commencer et ce, dès aujourd'hui. Depuis le 29 octobre 2019, date d'ouverture du guichet unique au village Voardin-Doutapenac, on compte actuellement 979 visiteurs. 93 parcelles sont identifiées et touchées par la première partie du projet Tana Maswanch. Au lendemain de sa démission, Evo Morales a annoncé lundi soir sur Twitter qu'il partait pour le Mexique, pays qui lui a accordé l'asile politique. Il a cependant promis de revenir en Bolivie. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal en version française sur Cool TV. Aujourd'hui, 21 régions ont déjà achevé l'impression des bulletins uniques destinés à être utilisés lors des élections communales du 27 novembre. Pour ce qui est de la région d'Analamanque, c'est demain que ces bulletins devraient parvenir entre les mains de la CENI, ceux-ci étant déjà en cours d'impression. Reportage d'Henri Florian. 15 jours avant les élections municipales et communales, la CENI se dit satisfaite du déroulement de tous les processus. Effectivement, tous les délais ont été respectés. C'est le cas par exemple de celui imposé pour l'impression des bulletins uniques. 21 régions ayant déjà terminé l'impression de ces documents. Leur distribution pourra commencer et ce dès aujourd'hui. L'imprimerie nationale a commencé les impressions des bulletins uniques pour la région d'Analamangue depuis hier. Et les 21 200 000 bulletins uniques nécessaires pour la réalisation des élections communales et municipales seront livrés à la CENI au plus tard demain. Donc, en général, le délai imparti est respecté. Le transport des matériels de vote et des imprimés sensibles pour les élections communales ont commencé aujourd'hui même. Et ces matériels vont être livrés au niveau des démembrements de la CENI qui se trouve au chef-lieu de district. Et les commissions électorales du district vont se charger de leur transport vers les communes. À noter qu'après la livraison de ces bulletins uniques dans les différents districts, ce sera au tour des démembrements de la CENI de les distribuer dans toutes les communes. Cela devra absolument se faire avant le 25 novembre. Par ailleurs, rappelant que selon la loi régissant les élections, pour ceux qui auraient aimé être autorisés à suivre et contrôler le déroulement de ces élections à compter de ce jour, plus aucune demande de badge ne pourra être reçue. Le dernier délai pour les demandes de badge pour l'observation des élections communales et municipales du 27 novembre prochain est fixé aujourd'hui, mardi 12 novembre à 17h. Donc, nous lançons un appel pour les autorités administratives concernées, pour les journalistes, pour les observateurs, pour les délégués de vote des candidats qui désirent effectuer des observations électorales, surtout dans les bureaux de vote, qui désirent avoir des badges nécessaires. Nous lançons un appel pour qu'ils prennent des dispositions nécessaires pour respecter ce délai. Pour tous les candidats, soulignons enfin qu'aujourd'hui est également une date butoir. En effet, après ce jour, il ne sera plus possible pour ces derniers de nommer les délégués à affecter à chaque bureau de vote.
Et 3 sur les 4 candidats à l'élection communale à Antananarivo ont procédé ce jour à la signature de la charte de la bonne conduite, une charte afin de garantir la sécurité avant et après l'élection. Reportage de Unasen. Afin de garantir la sécurité avant et après l'élection, les membres de la société civile, à savoir la CENI, le Bianco, la CNIDH, la CSI, le SAMUFIN, la CDDED, le CFM, Rui Fandiu, ainsi que Transparency International ont mis en place une charte de bonne conduite. Pour la commune urbaine d'Antananarivo, 3 sur les 4 candidats ont répondu présents ce jour et ont procédé à la signature. Parmi eux, le candidat issu de la plateforme IRK, Nainanji Yatsitwen. C'est triste que certains candidats ne sont pas venus. Vous avez effectué une grande part de travail dans la réalisation de cette élection. Personnellement, je vous soutiens puisque cela est conforme à notre vision. Figure parmi les conditions inscrites dans cette charte toute forme de dénigrement entre candidats est cependant interdite. Le but étant de garantir la paix et la sécurité avant et après les élections. Lorsque vous serez élu, vous ne représenterez plus le parti ou la plateforme dont vous êtes issu. Vous ne serez pas le maire de votre parti, mais vous serez la maire dans la commune où vous serez élu. Un maire digne de ce nom, attentif aux attentes de la population pour le développement de la commune. Toutes les communes à Madagascar participeront à la signature de cette charte de bonne conduite. Les candidats à l'élection communale auront alors jusqu'au 25 novembre pour procéder à la signature. Et sur un tout autre sujet, dans le but de soutenir les projets des organisations de la société civile, le projet PIXA, projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs, a été lancé ce jour. 20 projets intervenant dans plus de 10 régions de Madagascar ont été sélectionnés. 20 associations de la société civile sont alors les bénéficiaires de ce projet. L'ambassade de France à Madagascar réitère son engagement auprès de la société civile malgache, riche de nombreuses associations dont les actions constituent une valeur ajoutée indéniable pour l'insertion socio-économique, l'accès à l'éducation, mais également l'accès à la santé, à l'eau et aux droits fondamentaux pour les populations les plus vulnérables. Écoutons les explications. C'est un appel à projet de l'ambassade de France à Madagascar qui finance des projets de la société civile à maximum 120 millions d'argars. C'est la deuxième édition du PISCA. La dernière était 2016-2018, cette année c'est 2018-2020. Et en fait, ce sont l'objectif de ce projet, on l'a vu aujourd'hui pendant la cérémonie, il y a énormément de thématiques qui sont couvertes par les projets, mais il y a un fil conducteur derrière, c'est le renforcement des capacités de la société civile et sa structuration en tant qu'acteur de la gouvernance et également donner plus de poids à la société civile, l'aider à se renforcer et à mener un projet de A à Z. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres depuis son ouverture, 979 personnes ont jusqu'ici visité le guichet unique du projet Tanamaswanj 6 à Ndutapenak. Après vérification, 93 parcelles sont identifiées et touchées par le projet Tanamaswanj. Reportage de Yves Richard. Depuis le 29 octobre 2019, date d'ouverture du guichet unique au village voire d'Ndutapenak, on compte actuellement 979 visiteurs. Après plusieurs vérifications, 93 parcelles sont identifiées et touchées par la première partie du projet Tanamaswanj. Résultat, 95 promesses de vente ont été conclues. En tout cas, nous signons une promesse de vente. Elle définit les obligations de l'État. L'État ne peut pas procéder au remblayage si les expropriés ne sont pas indemnisés. Le directeur général de l'APIPA a réitéré que le guichet unique pour le projet Tanamaswanj restera ouvert à tous. Cela pour éviter toute propagation de fausses informations.
Mis à part les 979 personnes propriétaires des parcelles touchées par les premiers 100 hectares du projet, 592 personnes propriétaires des parcelles non touchées sont également venues demander plus d'informations. Et sur un tout autre sujet, hier à Genève, Madagascar, par le biais de sa délégation, a été entendu par les 47 pays membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ont alors été exposées la situation et les mesures prises afin de faire respecter les droits de l'homme au sein de la Grande Île. Reportage de Injarsan. À ce jour, 193 pays sont membres des Nations Unies. Pour ce qui est du Conseil des droits de l'homme, 47 nations composent cet organe intergouvernemental. Actuellement, ces 47 pays sont réunis en Suisse, plus précisément à Genève, dans le cadre de la 34e session du groupe de travail de l'examen périodique universel. Leur mission, se pencher sur la situation des droits de l'homme dans plusieurs pays, et ce, jusqu'au 15 novembre prochain. Pour ce qui est de Madagascar, c'est hier que notre délégation a été entendue. Tel lors d'un examen, nous avons répondu aux différentes questions posées, plus précisément par 89 pays, et concernant la situation sur le respect des droits de l'homme sur notre territoire. Pour rappel, c'est le 14 novembre prochain que les résultats de cet examen seront communiqués. Nous pourrons alors connaître la note qui nous a été attribuée par les 47 pays membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par rapport aux efforts que nous avons réalisés dans ce domaine. À noter que Transparency International avait déjà salué les actions entreprises par Madagascar dans le but de faire respecter les droits humains, le fait que le président Andradzwil ait rendu visite aux détenus de nos prisons afin de prendre de meilleures mesures quant au respect de leurs droits et leur situation a notamment été considéré, ce qui devrait pouvoir jouer en notre faveur. Et avant de passer aux actualités internationales, à Maintran, après l'opération conjointe menée par la police et l'armée, 852 ébus ont été saisis, faute de papiers en règle. Malheureusement, dans la région, l'insécurité demeure et les Dahal continuent de terroriser la population, comme ce fut le cas dernièrement à Amboniou. Après l'attaque survenue dans cette localité, les forces de l'ordre ont toutefois tenu à rassurer les habitants. Tout sera fait pour retrouver les coupables. Des mesures seront prises afin de mettre fin à l'insécurité, ont-ils notamment déclaré. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Au lendemain de sa démission, Evo Morales a annoncé ce lundi soir sur Twitter qu'il partait pour le Mexique, pays qui lui a accordé l'asile politique. Il a cependant promis de revenir en Bolivie. Reportage de France 24. Ils érigent des barricades pour se protéger des vandales. Pillages, affrontements, la Bolivie plonge dans le chaos depuis la démission du président ce dimanche. Des milliers de partisans du dirigeant socialiste ont quitté El Alto, ville voisine de la capitale, pour gagner le siège de l'Assemblée à La Paz. Cela laisse craindre des affrontements entre les pros et anti-Morales. Les gens s'arment avec des bâtons, des pierres. On a entendu des explosifs et cette nuit on n'a pas pu dormir. Alors on a commencé à garder nos propres maisons. La Bolivie n'a plus de président et la situation est devenue incontrôlable, au point que la police a appelé l'armée à l'aide ce lundi. Les forces armées boliviennes ont annoncé qu'elles allaient mener des opérations conjointes avec elles pour contenir les violences. Pendant ce temps, la vice-présidente du Sénat, qui devait assumer la présidence intérimaire en vertu de la Constitution, a donné lundi un discours devant le Congrès. Elle appelle à la fin de la violence et à la victoire de la démocratie. Nous allons convoquer des élections avec des personnes qui ont fait leurs preuves. Ce sont elles qui porteront le processus électoral à la hauteur de leurs aspirations et de celles de tous les Boliviens. Pour l'heure, la démission de Morales et la nomination de son intérim doivent être approuvées par l'Assemblée législative, encore dominée par les partisans de l'ex-président. Depuis sa démission, impossible de savoir où se trouve Evo Morales exactement. Mais le Mexique lui a proposé l'asile et l'ancien dirigeant bolivien a tweeté qu'il s'y rendait, mais reviendrait bientôt avec plus de force et d'énergie. Le ministre mexicain des Affaires étrangères a confirmé qu'il était monté à bord d'un avion militaire mexicain.
Et plusieurs roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël après la mort d'un commandant militaire du groupe djihad islamique. Il a été tué lors d'une frappe de l'armée israélienne dans la bande côtière palestinienne. Reportage de France 24. C'est sur ce bâtiment que l'aviation israélienne a frappé tôt ce matin. À l'intérieur, le leader de la branche armée du djihad islamique, Baha Abu al-Atta, transporté en cortège peu après pour ses funérailles. Ses partisans ont appelé à la vengeance. Selon l'armée israélienne, l'opération a été menée en coopération avec les services secrets et approuvée par le Premier ministre. Benyamin Netanyahou s'en est justifié ce mardi. Il a pensé, organisé et réalisé des attaques. Il a tiré des centaines de roquettes sur des villages israéliens depuis la bande de Gaza. Et ces derniers jours, il préparait de nouvelles opérations. Il était une bombe à retardement. En réponse, des dizaines de roquettes se sont abattues sur le territoire israélien. Ici, l'une d'entre elles est interceptée par le système antimissile Dôme de fer. Là, une autre s'abîme sur une autoroute près d'Ashdod. Dans de nombreuses localités, les sirènes ont retenti toute la matinée et les écoles ont été fermées. Parallèlement, la bande de Gaza a de nouveau été frappée ce mardi, tout comme la maison d'un responsable politique du djihad islamique à Damas. Son fils est mort ainsi qu'une autre personne. Interrogée sur cette dernière frappe en Syrie, l'armée israélienne a refusé tout commentaire. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. 21 régions ont déjà achevé l'impression des bulletins uniques destinés à être utilisés lors des élections du 27 novembre. Suite à la mise en place du guichet unique pour le projet Tana Maswange au village Voardin Doutapine, 95 promesses de vente ont jusqu'ici été conclues. Et Evo Morales, qui a annoncé dimanche sa démission de la présidence bolivienne, a déclaré dans la soirée du lundi 11 novembre être en route pour le Mexique, où le gouvernement lui a accordé plus tôt dans la journée l'asile politique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.